Merci tous d'être ici. Je cherche mon... OK. Alors, merci tous d'être ici. C'est techniquement le dernier séminaire du premier cycle. Okay? Mais en fait, la semaine prochaine, mardi prochain, je vous invite vraiment à venir parce que c'est de CRAL qu'on va parler. Mardi prochain à 6 heures, ce sera en ligne sur Revolution 1313, OK? Et enregistré aussi. Ce sera à 6 heures, heure Francfort. Et puis, live stream sur le YouTube de CCCCT et sur le 1313. Vous pouvez le trouver là. Peut-être qu'on essaiera aussi de créer un Zoom. Je ne sais pas quelles sont les technologies possibles à Francfort. Mais de toute façon, et ensuite, mercredi prochain, je reviendrai de Francfort pour donner le premier séminaire du second cycle, où j'essaierai un peu de reformuler où on en est et de recommencer un peu. Mais en fait, ça se suit, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... On va continuer la conversation. OK. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est, avec vous, lire de près ces textes de Hans-Jürgen Krahl, qui sont compliqués, très compliqués, parce que c'est tout un discours vraiment des années 1960 qui a une certaine technicité. Enfin, il y a un certain marxisme qui n'est peut-être pas toujours le plus familier. C'est aussi des traductions en anglais, souvent de textes allemands qui ont été traduits en italien, donc de double traduction, ce qui souvent peut créer des problèmes pour la compréhension. Heureusement, Florian a le texte original en allemand devant lui, et on va utiliser en fait aussi le texte allemand pour voir si les traductions sont convenables en partie. OK? Donc, on va faire ce travail aujourd'hui et puis à la fin, quelques petites conclusions, mais ce ne sera pas des vraies conclusions, ce sera des réflexions au lieu de vraies conclusions. Très bien. Alors, il y a un passage dans l'autobiographie, dans cette présentation de soi de Hans-Jürgen Krahl, qu'il donne pendant le procès en 1969, accusé d'avoir créé des disturbances avec ces protestes pendant une commémoration pour Senghor, pour le président du Sénégal. Donc, on lui fait procès. En fait, il est condamné à, je crois, 21 mois en prison, éventuellement. Mais comme vous savez, il va mourir très jeune, 27, dans un accident de voiture, le 13 février. On y reviendra. Mais il y a un passage qui est sur la... Alors, j'espère que vous avez devant vous les textes, parce qu'ils sont importants et on va les travailler ensemble. Il y a un passage dans le texte qui s'appelle Personal Information. Et donc ça, il se présente, il se présente, il donne une petite forme d'autobiographie pour se défendre devant la justice. Et il y a un passage à la page 5. Si vous imprimez, si vous demandez l'impression de ce texte à partir de Viewpoint Magazine, ce sera à la page 5, un paragraphe qui commence « Solidarity with the social revolutionary movements in the Third World ». Okay. Et trois ou quatre phrases dans ce texte, il dit
Je vais lire en anglais. Che Guevara, Fidel Castro, Ho Chi Minh, and Mao Zedong are revolutionaries who have conveyed a political morality that rejects compromise. And in this way, they have allowed us two things. We have been able to detach ourselves from the politics of peaceful coexistence, which the Soviet Union itself translates into mere realpolitik. And secondly, we have been able to identify the terror that the USA and following them also the Federal Republic carry out in the third world. Ce passage est absolument clé pour ce séminaire, pour notre séminaire, pour le séminaire Révolution 1313. Finalement, un philosophe activiste nous indique quelle est la différence avec les philosophes activistes de leurs compères plus académiques dans la philosophie critique. Et quelle est la contribution en termes de critique et praxis des philosophes activistes. Et c'est dans les mots même d'un philosophe activiste. C'est Che Guevara, il nous dit, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mao Zedong, qui sont exactement les penseurs qu'on avait identifiés comme étant plus activistes que les autres, précisément le corpus auquel on s'attarde pour voir quelles sont les différences avec quelqu'un comme Adorno ou peut-être même Foucault. C'est précisément le groupe de philosophes, aussi, on aurait pu dire peut-être Frantz Fanon ou Kwame Nkrumah dans ce groupe, on aurait pu ajouter, ou d'autres, ou bien on pourrait peut-être même ajouter Rosa Luxemburg, qu'on a étudié auparavant. C'est précisément le groupe de penseurs activistes qu'on interroge, n'est-ce pas? Qu'on a interrogé dans ce séminaire pour se demander ou pour répondre à la provocation de Biodun Jeifo, qui est la suivante, qui nous guide dans ce séminaire au premier et au deuxième cycle, la provocation qui est si notre but est de pousser la théorie critique dans une direction de débat sur le praxis, eh bien, est-ce qu'on ne devrait pas lire les philosophes activistes? Okay, donc, et les voilà, et c'est donc précisément là où Krall se tourne au moment révolutionnaire du mouvement d'étudiants en Allemagne de l'Ouest en 1968-69 pour essayer de penser ce moment historique et de se trouver des repères. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, Krall, donc, chez les philosophes activistes, qu'il n'a pas trouvé chez Adorno, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment c'est ça le contraste avec Krall, parce que vous savez, enfin, on va y venir, mais vous savez bien que c'est l'étudiant phare de Adorno, et qui donc, et comme vous voyez dans cet autre passage, qui aura donc une critique d'Adorno, mais qui est en relation avec la pensée d'Adorno, qui se distancie et qui va vers donc les philosophes que j'appellerais activistes. C'est ce que je crois la meilleure traduction du terme worldly revolutionary philosopher. Je crois que c'est des philosophes activistes, les penseurs activistes. Bien. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'ils trouvent précisément chez eux? Alors, premièrement, une moralité politique et political morality qui refuse le compromis. Right? Alors ça, c'est fascinant. C'est au cœur de la différence, je pense. C'est une éthique qui ne se plie pas,
une moralité politique qui ne permet pas, qui n'accepte pas de compromis. Et c'est précisément le refus du compromis qui mène à l'action révolutionnaire, qui mène à l'action révolutionnaire et à la praxis pour Král, et qui mène aussi à une pensée d'un style révolutionnaire particulier. Okay? C'est ce refus de compromis qu'on retrouve du reste dans les autres passages aussi. On le retrouve par exemple dans sa discussion de l'invasion russe de la Tchécoslovaquie, qui est particulièrement intéressante à cause de notre situation aujourd'hui avec l'invasion russe de l'Ukraine. Mais on retrouve cette même idée que de refuser le compromis et particulièrement le compromis, la notion de coexistence en paix ou d'équilibre entre l'Empire soviétique et l'Empire américain. Okay? Donc ça, et on retrouve ça à la page 9 du texte sur la Tchécoslovaquie aussi. C'est quand il écrit que autrefois, les polices révolutionnaires d'autrefois de l'Union soviétique dégénèrent dans un réel politique, c'est à la page 9 du texte sur la Tchécoslovaquie, une réelle politique et un pragmatisme culminant dans la conception de coexistence en paix, n'est-ce pas? OK. Alors, donc, premièrement, une éthique ou une moralité de non-compromis qui, je dirais, est à la base de toute la pensée et des actions de Král. Bon, ça mène deuxièmement donc au premier résultat vraiment qui est cette praxis de rejeter la coexistence. Et donc dans ce contexte-là, il est en train de, enfin, situez-vous en 1968, 69, dans un contexte en Allemagne où en fait il ne peut y avoir de révolution parce qu'il y a coexistence entre l'Empire soviétique et l'Empire américain et de l'Occident, de l'Europe de l'Occident. En d'autres mots, il ne peut pas y avoir de révolution ou de véritable transformation de la société allemande à cette époque, parce qu'il est bien accepté de tous les côtés, y compris l'Union soviétique, qu'il ne va pas y avoir de révolution à l'Ouest, n'est-ce pas? Et que, en fait, les démarches et la politique soviétique à l'époque n'allaient pas intervenir pour pousser les pays de l'Europe de l'Ouest de se radicaliser. C'était bien pour cette raison que l'Union soviétique et le pacte, the Warsaw Pact, ils interviennent en Tchécoslovaquie et que les Américains et les Européens et les Européens de l'Ouest n'interviennent pas. Right? C'est parce que c'est bien compris. C'est bien compris, ça va donner naissance à la doctrine Brejnev que que les soviets peuvent intervenir à l'intérieur du pacte de Varsovie librement s'ils en ont besoin. Et c'est du reste cette doctrine de Brejnev qui donnera la justification à l'Union soviétique d'envahir l'Afghanistan en 79 à peu près. Right? Je crois que c'est en 79. Bon, donc, alors, premier résultat de cette moralité politique, c'est le rejet de cette notion de coexistence, qui est bien sûr pour Král fondamental, enfin pour les
pour le mouvement d'étudiants SDS, absolument fondamental parce que sans ça, il n'y aura pas de transformation en Allemagne. Et deuxième résultat, donc troisième point, mais deuxième résultat de ce premier point de moralité politique, c'est une diagnose du concept de l'oppression. Okay? Et il distingue ici oppression de exploitation. Right? Alors, et il veut distinguer donc l'exploitation familière des travailleurs d'un côté, avec le concept d'oppression des personnes. À l'époque, on utilisait le terme le tiers-monde. C'est comme ça que c'est traduit, c'est comme ça que c'est utilisé. Aujourd'hui, on parle plutôt du Global South, peut-être, ou d'autres termes, mais l'idée, c'est les anciens États qui étaient colonisés en Afrique, Amérique latine, en Asie, etc. OK. Et cette comparaison de l'oppression et de l'exploitation, ce qui est fascinant dans ce texte, je trouve, c'est qu'il se penche sur Jean-Paul Sartre et critique de la raison dialectique. Et du reste, c'est fascinant de regarder les repères qu'il utilise. Le repère principal, c'est Sartre, il me semble, avec cette distinction entre oppression et exploitation. Et le texte principal auquel il se réfère, c'est Critique de la raison dialectique, que nous avions étudié non seulement il y a 2 ans, si ça vous intéresse, dans Critique 13-13, avec, je crois que c'était Critique 10-13, précisément sur Critique de la raison dialectique, mais aussi avec Étienne Balibar pour Révolution 3-13, si ça vous intéresse, où on a discuté de Sartre et de son engagement. Bien. Alors, c'est intéressant de voir Sartre paraître ici. J'allais dire, les autres références sont Merleau-Ponty, hein, et Marcuse. Je ne sais pas si, je ne crois pas qu'il y a d'autres, on va voir peut-être, mais je ne crois pas qu'il y a d'autres penseurs qui sont explicitement cités que Sartre. Enfin, il y a peut-être un passage où il mentionne l'école de Francfort. Oui. Il y a un passage, quand il parle de Marcuse, il parle un peu plus généralement des théoristes de l'école de Francfort. C'est à la page 6. Bon, bien sûr, il y a Marx et le marxisme qui est partout, bien sûr, mais en termes de références de personnes de textes qu'il utilise, c'est fascinant de voir que c'est Sartre en premier, ensuite Merleau-Ponty qui devient qu'il qualifie comme un des plus grands théoristes français de la Révolution, du concept de la Révolution, et puis Marcuse, qui a une influence très importante sur Krall, je dirais. Marcuse, il revient souvent dans les discussions, dans les textes. Bien. Alors, intéressant parce que, bon, en fait, Sartre, il y a cette référence, cette petite référence à Che, Fidel, Ho Chi Minh, Mao, sans explicitation, sans développement concret de leurs écrits. C'est plutôt une éthique qu'ils ont offert, une éthique. Ensuite, grande
je dirais, utilisation de Sartre, petite référence à Merleau-Ponty. Et Sartre, c'est intéressant parce que Sartre, comme vous savez, il joue un rôle un peu de, peut-être, de passeur, où il est un peu entre ces deux catégories qu'on a formulées. Il est engagé, certainement, philosophe engagé. Est-ce est est qu'on lui-même n'est pas révolutionnaire, je ne pense pas. Il était activiste, il a fait beaucoup de choses. Euh, euh, il s'est impliqué. Quand la cause du peuple a été rendue illégale, prohibée, il s'est mis comme éditeur. Donc, il s'est bien engagé, mais je veux dire, et il était toujours à côté, mais c'était plutôt quand même peut-être compagnon de route des révolutionnaires que révolutionnaire lui-même, mais quand même quelqu'un qui est proche. Merleau-Ponty, il sert d'encre ici pour cette idée que dans les organisations de combat politique, dans les organisations politiques, il existe une solidarité et l'absence de domination. Donc, ces théorisations de la révolution, un peu, enfin, c'est ce qu'il essaye d'utiliser. Krall, grand théoriste, un des plus grands théoristes de la révolution, un des plus grands théoristes français de la révolution, pour cette notion de solidarité et non-hiérarchie dans à l'intérieur des mouvements sociaux. Merleau-Ponty, lui, il est bien placé dans l'académie. Je crois qu'il est au Collège de France à l'époque, en 69, 68. Il était à la Sorbonne avant. Il est bien. Lui, c'est vraiment si on voudrait l'appeler philosophe critique, il est bien situé dans l'académie. Marcuse aussi, mais Marcuse jouera un rôle très important pour à la fois, comme vous avez vu dans les textes sur les textes et la correspondance entre Marcuse et Adorno, Marcuse sera la personne de l'école de Francfort qui sera le plus en communication et celui qui soutiendra les étudiants le plus. Bien. Donc, alors, et qu'est-ce qui émerge? Alors, qu'est-ce qui émerge dans cette pensée de Kroll où il n'y a aucune référence vraiment à Adorno? Je dirais qu'il essaie, qu'il offre une vision de ce que le philosophe activiste devrait faire. Comment le philosophe activiste devrait agir. Et ça, on trouve à la page 4-5 du texte. Et c'est un passage en bas de la page 4 du texte où il s'adresse précisément au rôle, il parle là du the role that in the SDS we must take on as intellectuals in carrying out class struggle, right? Donc, il parle précisément du rôle de l'activiste dans le mouvement SDS. Et il dit, dans le combat pratique, in practical struggle, on doit développer une théorie. We must develop a theory that makes clear to the proletariat in its consciousness and linguistic world the late capitalist rule that is covered by infinite manipulations and supplements. This means that theory must unmask and discover this rule, and that it is our function as political intellectuals to use our knowledge in service of class struggle. OK, bon, bien sûr, c'est un langage, c'est un discours qui est assez classique, qui a des éléments orthodoxes, hein,
on entend c'est l'intellectuel comme Vanguard, n'est-ce pas? Je crois, dans ce texte, dans ce passage. Et dans certains aspects, c'est assez orthodoxe, marxiste, bien qu'il va mettre l'emphase sur un anti-autoritarisme qu'on retrouvera un peu plus dans les autres textes. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit, par exemple? Je crois qu'on voit trois choses dans ce petit paragraphe. Et dans quelques minutes, Florian, je ne sais pas si tu peux le trouver en allemand. Est-ce que le passage personal information est bien? Eh bien, ouais, ok. On va essayer de le trouver parce que j'ai l'impression que ce n'est pas tellement bien traduit. Mais de premier abord, on voit trois choses. Alors, premièrement, la théorie critique doit dévoiler, doit dévoiler, unmask. Donc, il y a une théorie de l'illusion. Deuxièmement, l'activiste intellectuel doit s'engager à la fois dans un combat pratique et en théorie. Donc, on voit cette idée de critique et praxis, mais de constamment être engagé en praxis. Et troisièmement, que le savoir doit être mis au service du combat politique. Alors donc, je dirais, pas tellement une théorie du savoir-pouvoir, ou pas tellement une théorie épistémologique du savoir-pouvoir à la Foucault, mais plutôt peut-être une instrumentalisation du savoir. De toute façon, même s'il y a un certain son un peu passé dans ces écrits, c'est du 69, c'est du 68, ok. Je crois qu'on voit très bien un rôle très différent pour le penseur activiste, inspiré non seulement par Che et Mao, mais aussi inspiré par l'engagement de Sartre. Ok. Alors, euh, allons dans le texte, je pense. Alors, comme vous savez tous un peu le background, je crois que donc on peut se lancer dans ce texte. Vous savez très bien le background. Krall, donc étudiant, enfin vous avez lu, jeune, il était très conservateur, faisait partie d'un mouvement qui était un peu néo-nazi, antisémite, enfin, était très exposé à l'antisémitisme, à l'anticommunisme, l'homophobie, à la pensée assez néo-nazie. Et éventuellement, il devient donc un des chefs de SDS. Et il représente donc quelqu'un qui aurait pu être ce qu'on appellerait aujourd'hui l'école de Francfort. C'est ça qui est tellement intéressant. Il aurait pu être la nouvelle génération de l'école de Francfort. L'école de Francfort pourrait être une chose complètement différente dans notre imagination s'il n'était pas décédé dans cet accident de voiture, d'automobile, le 13 février 1970. Bien. Tous ses écrits. Donc, il est mort, comme vous savez, à peu près 6 mois après la mort d'Adorno. Adorno, il est mort en juillet 69. Et Krall, il est mort en février 70. Et tous ces textes sont ensuite rassemblés et publiés en 1961 dans un texte qui s'appelle Constitution et lutte des classes, et qui est un texte que Florian a sous les mains. Alors Florian, tu as travaillé en fait dans les archives de Krall, n'est-ce pas?
Oui. Alors, dis-nous un peu, le travail que tu as fait. Et, oui, je peux en raconter un peu. C'était pas forcément les archives de Hans-Jürgen Krahl, mais les archives de l'édition qui a édité les constitutions donc, ce que j'ai fait, travaille dans des archives. Alors, répète, pardon, parce que je changeais la vue et je n'ai pas bien entendu. Donc, c'était les archives de l'édition du livre. Oui, OK. c'est ça. OK. Donc, ils sont beaucoup de matériaux de collègues de Hans-Jürgen Krahl, mais aussi de ses collègues qui sont dans leur cave, partout. Et ce que j'ai fait, et que j'ai trié les matériaux, j'ai essayé de trouver des choses intéressantes, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu as trouvé comme intéressant, par exemple? Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était une correspondance entre Rudi Dutschke et la groupe de SDS, donc l'Union des étudiants socialistes en Allemagne. Donc, la groupe de Francfort qui a communiqué avec Rudi Dutschke. Et ce que j'ai vraiment ressenti, qui était très intéressant, c'était les contextes dans lesquels ils sont travaillés. Et bon, c'est vraiment une situation super difficile pour les étudiants en 68 en Allemagne, parce que comme orientation politique, il y avait une interprétation du marxisme très dogmatique de l'Union soviétique, et il y avait l'interprétation très, comment dire, peut-être un peu très philosophique de l'école de Francfort. Donc, et les deux interprétations ne pouvaient pas servir comme une théorie de la praxis. Et en même temps, il s'est développé un mouvement assez grand des étudiants dans les universités. Et Krahl, il l'a dit, il y avait un mouvement sans théorie. Donc, ce qu'ils ont essayé, ces étudiants autour de Krahl, était de théorétiser ce mouvement et chercher une théorie qui n'est pas celle de l'école de Francfort et celle de l'Union soviétique, pour ne pas tomber dans des pièges d'une philosophie sans praxis et pas dans le piège d'une philosophie très dogmatique. Et dans les correspondances, c'était très intéressant comment eux, ils ont vu leur situation dans la lutte concrète dans les universités. Parce que, comment dire, la situation, il n'y avait rien en Allemagne. Donc, il n'y avait pas des intellectuels. Il y avait Adorno et Horkheimer qui sont retournés en 1949, qui ont un peu permis à Francfort qu'il y a une culture des étudiants qui peut s'établir pour une pensée critique, mais il n'y avait pas des intellectuels engagés, il n'y avait pas de parti communiste. C'est la grande différence avec la France, je pense, que le parti communiste a été interdit en 1956, je pense. Donc, les étudiants, ils ont été là avec un mouvement plutôt grand, avec des étudiants qui voulaient s'engager sans théorie. Et c'est ce que j'ai vraiment ressenti dans les documents. C'était un peu... ils ont été désespérés d'un côté et de l'autre côté très motivés parce que le mouvement a été super grand. Et bon, je ne sais pas trop. Et sinon, j'ai un non, vas-y, ouais, montre. Ouais. Mais ce que tu dis est fascinant en partie parce qu'on retrouve, vous savez, dans le texte sur Adorno que j'ai partagé avec vous, on retrouve un peu, il y a cet aspect de gratitude à Adorno. Il y a un élément de gratitude à Adorno. Quand il dit
c'est à la page 165 de l'article de Telos, c'est l'avant-dernier paragraphe, à la page 165, il dit « And yet it was Adorno's thought that communicated to the politically conscious students the emancipatory categories which unveil domination and inexpressibly correspond to the changed historical conditions of revolution in cities, conditions no longer determinable by unmediated prejudiced experiences. » On entend que, bon, d'un côté, il montre bien, enfin, on en parlera dans ce texte, que Adorno était traumatisé par le fascisme et n'arrive pas à développer une praxis, n'est-ce pas? Et donc, il y a cette psychologisation d'Adorno, mais d'autre part, il y a cet aspect quand même que c'était vraiment c'était probablement la seule source de pensée pour ces étudiants en Allemagne à l'époque qui avait un potentiel d'être émancipatoire, n'est-ce pas? Et comme tu dis bien, il n'y avait pas cette tradition. Donc, en haut de page 165, il le dit très bien, « In contrast to the French proletarians political intellectuals », auxquels on pourrait penser peut-être à Sartre, hein, Germany lacks an unbroken tradition of militant resistance and thus the historical precondition for rational discussion of the historical legitimacy of militancy. Donc, il n'y avait pas cette tradition, il n'y avait pas cette histoire, et en même temps, il y avait Adorno et Horkheimer, et Marcuse, et donc, il y avait cette possibilité d'essayer de trouver quelque chose là. Et une deuxième remarque que je voulais faire, et puis ensuite je te laisse parler de ce que tu as trouvé aussi, c'est que je retrouve pourtant chez Kroll aussi un vrai optimisme de la volonté. Vous connaissez la fameuse expression de Gramsci, n'est-ce pas? Pessimisme pardon? De l'intelligence, mais optimisme de la volonté, c'est ça, volonté, on dit? Optimism of the will. On retrouve, je trouve, chez Kroll vraiment cet optimisme de la volonté. Dans chaque texte, il y a quand même cette idée que on va y arriver, on va y arriver. Par exemple, sur le texte sur la Tchécoslovaquie, hein, la dernière phrase, c'est qu'il y a eu une contre-révolution soviétique qui a tout écrasé et qui a éliminé la possibilité de libération révolutionnaire dans les frontières de l'Europe, dans le camp socialiste européen. The Soviet Counter-Revolution, c'est la dernière page 12 de Czechoslovakia. The Soviet counter-revolution has put a violent end to the still contradictory possibility of carrying on the struggle for revolutionary liberation within the frontiers of the European socialist camp itself, provisionally. Hein? Ça, c'est de la volonté. Ça, c'est de l'optimisme de la volonté, non, quand même? Hein? C'est ça. Moi, j'ai jamais ça, malheureusement. Il faut que je travaille cet élément dans mon écriture. Bon, de toute façon, oui. Vas-y, Télémaque, et ensuite on retourne à Florian. Oui, oui. SDS, moi j'associe ça aux États-Unis, à l'Institut for Democratic Socialism. Est-ce qu'il y a un lien entre SDS allemand et non, alors c'est SDS, c'est, tu peux le dire en allemand? Sozialistischer Deutscher Studenten. Yeah. Donc, association des étudiants socialistes en Allemagne, ouais. Qui étaient au début accrochés à Parti socialiste. Qui étaient au début, qui faisaient partie des social-démocrates, mais qui ont été ensuite rejetés à cause de leur radicalité. Que je sache, il n'y avait pas de, que je sache, il n'y avait pas de connections. Faudrait voir. Moi, bien sûr, SDS, pour moi, ça veut dire Students for a Democratic Society aux États-Unis. Mais le Students for a Democratic Society était moins à gauche.
Euh, euh, je crois que c'est de eux qui a été né éventuellement le DSA. Bon, il faudrait faire un peu la généalogie, mais Il est resté en Caroline. qui ça? Marcus, il est resté en Californie. Alors, Marcuse est resté aux États-Unis. Il était en Californie, mais ensuite il va à, à Boston. Brandeis. Je crois qu'il termine à Brandeis, non? Bon, c'est assez facile de vérifier ça. Hein. Vous mettez Marcus Wiki et puis on sait tout. Mais je crois qu'il était Brandeis. Ouais, dis-nous tout. OK. Mais oui, on pourrait essayer de voir un peu quelle était la connexion avec SDS aux États-Unis, mais je crois qu'il faut complètement penser une différente trajectoire. Il finit où? Oui, mais où est-ce qu'il finit? Je crois où est-ce qu'il finit sa carrière? Je crois qu'il finit sa carrière à Brandeis, si je ne me trompe pas. Non? Mais de toute façon, lui, il ne retourne pas en Allemagne. Il n'est pas Adorno. Vous savez, Adorno et Horkheimer, ils vont à Columbia University en 33, où ils établissent l'Institut en exil, 33, mais après la guerre, ensuite, ils partent de New York, ils vont à Los Angeles, c'est là où ils écrivent Dialectic of Enlightenment, au bord de la mer, sous les palmiers de Los Angeles. Mais ensuite, il retourne à Francfort pour redonner vigueur à l'Institut. 49, 50. 49, 50? OK. Bien. En fait, il allait à Brandeis avant la Californie. Ah bon, OK. C'est à Brandeis qu'il a écrit One Nation, et après, il est allé en Californie. 65 à 70? Il a écrit à Brandeis de 54 à 65. Ensuite, il a OK. Bien. Bon, Florian, tu allais continuer, tu allais nous montrer quelque chose. J'ai gardé pendant mon stage, j'ai recherché j'ai travaillé sur quelques documents dans l'archive, notamment sur, ça s'appelle Archive de littérature socialiste, et la revue Non et Critique. Et il faut se rendre compte que l'édition a joué un peu un rôle clé dans le mouvement 72, parce qu'elle a servi pour le mouvement de théoriser le mouvement lui-même. Donc, c'était la revue avec des articles sur l'actualité politique, sur le développement du mouvement. C'était une partie de la stratégie qui a été mise en place par Kral et ses camarades. Et l'autre stratégie pour faire une théorie révolutionnaire, c'était de chercher des auteurs qui ont été, qui n'existent plus aussi en Allemagne. Parce que les bibliothèques, ils ont été vides après la guerre. Il n'y avait pas de livres en Allemagne. C'était tout brûlé et jeté. Et Kral et ses camarades, ils ont cherché des auteurs comme Rosa Luxembourg ou Gramsci. Ils les ont traduits. Ou Pashukanis, un théoricien russe qui était dans le Gulag déjà. Et ça, c'est l'autre stratégie de Kral, si c'est un livre de Franz Jakubowski. C'était de faire des traductions, en fait. Faire des traductions, refaire le livre de la littérature socialiste en allemand, qui ont été un peu plus révolutionnaires que l'école de Francfort, mais pas dans la théorie dogmatique de l'Union soviétique. Ouais. Donc, c'était deux stratégies du mouvement. C'était notamment l'édition Nouvelle Critique, dans les critiques, qui a édité tous ces livres et qui a joué un rôle clé à partir de 65.
Donc, je peux dire, Ouais, merci Florian, merci tellement. Ouais, c'est intéressant, c'est particulièrement intéressant de penser à ces circuits d'idées et la manière dont les idées circulent. Une des choses qui est particulièrement intéressante avec l'œuvre de Král dont on parlait au début aussi, c'est que, bon, c'est rassemblé dans ce texte qui a 400 pages. Et c'est un texte qui a quelques textes qui sont bien complets, bien, je dirais, polished, qui sont des versions à publier, et beaucoup de textes dans Constitution et Class Struggle qui sont, c'est presque des notes d'étudiants, vraiment. Il avait 27 ans, quoi. Donc, ce sont ses notes, c'est des réflexions, c'est pas vraiment accompli. Donc, c'est pas un livre dans le sens accompli, c'est un livre dans le sens de beaucoup de passages qui sont, c'est l'archive, vraiment. C'est comme si vous preniez vos propres archives à vos âges, beaucoup d'autres vous sont de cet âge, hein, et ce serait et de les publier, il y aurait quelques textes qui seraient bien comme des mémoires, mais il y aurait aussi beaucoup de notes, hein. Bon, alors, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il décide de publier en 71 tout, hein, n'est-ce pas, l'archive Král, hein, et ensuite, ce qui est super intéressant, c'est que c'est traduit en italien. Et donc, le livre entier est traduit en italien. Et c'est la seule langue, je pense, dans laquelle ça a été traduit. Et donc, c'est les circuits comme ça qui sont intéressants, n'est-ce pas? Alors, c'est traduit en italien. Maintenant, on a en anglais, il me semble, j'ai vraiment cherché, on a seulement ces 4 textes qui sont traduits en anglais grâce à des collectives vraiment de penseurs. Donc, grâce pour le Philosophy, Viewpoint Magazine, c'est 3 éditeurs, des jeunes profs, jeunes postdocs, attendez, il y a Dave Messing, je suis en contact avec du reste parce que je suis tellement endetté à leur travail ici. Je leur ai invité de suivre le séminaire. Là. Où est-ce que il y a 3. Dave Messing. J'étais juste en contact avec pardon? C'est un étudiant à l'université de Francfort qui est devant le STS, qui a communiqué avec les STS Berlin. C'est un document que j'ai trouvé dans une boîte. Il y a beaucoup de chambres de ce mouvement-là qui meurent en ce moment. Donc, l'édition reçoit souvent des documents de grandes boîtes avec énormément de documents. Là où je trouve correspondance. Naturel. Bien, pardon. Alors, excusez-moi. Oui, j'étais juste en contact avec Elia Zarou. Alors, il y a Elia Zarou, il y a Fabio Angeli,
et Dave Messing qui ont mis ensemble ce dossier. Donc, encore une fois, une collective et maintenant aussi, il y a donc une collective de traducteurs qui sont en train de produire ce livre en français, dont une ancienne, une étudiante brillante, Leah Geckel, qui a travaillé avec moi pour son mémoire sur Adorno et Foucault en 2017. Donc, ce sont encore les circuits, hein, c'est des collectifs qui. Et pourquoi est-ce que c'est passé en italien? C'est passé en italien à cause du radicalisme plus engagé de penseurs italiens. Remarquable que ça n'existe pas en anglais. Je vais déterminer de le faire traduire en anglais maintenant. Peut-être Columbia University Press pourra le faire. Mais remarquable que ça a resté comme ça une source un peu très peu connue par les chercheurs, sauf pour un groupe une collective vraiment niche, N-I-C-H-E, pas N-I-E-T-Z, un niche, un real niche de penseurs radicaux. Vas-y, Florian. Oui, je pense aussi le fait que l'édition a beaucoup de connexions bien établies avec le mouvement italien et beaucoup moins de connexions avec le mouvement français. Et pourquoi, tu Je ne penses? suis pas sûr. C'est ce que je vis dans les archives parce que j'ai travaillé aussi sur un livre de Mario Tronti qui a été traduit pendant les années 70. Et j'ai vu plusieurs ouvrages italiens qui ont été traduits parce que le mouvement des étudiants en Allemagne et la gauche voulait s'inspirer aussi du mouvement italien. Pour cela, ils ont fait des traductions. Oui, en même temps, ça m'étonne qu'il n'y a pas de traduction française parce que Kral, il cite par exemple le Silenciaire une fois dans l'introduction de sa thèse. Il cite Merleau-Ponty, il cite ça. C'est étonnant. Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? Je peux poser une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais est-ce que du fait de la situation qu'il y a eu en Allemagne dans les années 70-80, est-ce que l'absence de, enfin pas l'absence, mais la perte qu'il y a eu de théoriciens radicaux, plus radicaux à gauche, est-ce que ça a permis à ce qu'aujourd'hui il y ait une émergence, enfin, est-ce que le suprématie de la social-démocratie en Allemagne, c'est le courant le plus fort en fait, comparé à la France, où même si la social-démocratie est présente, elle est persécutée par la gauche radicale? Mais c'est une question aujourd'hui, tu veux dire? Ouais. Ou même dans les années qui ont suivi, dans les années 90. Oui, je pense le fait que le Parti communiste était interdit, ça, je comprends dans les années 70 qui a vraiment marqué l'histoire du développement politique en Allemagne jusqu'aux années 90, je pense. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Il y a aussi la réunion d'Allemagne et tous les penseurs et intellectuels, bureaucrates d'Allemagne de l'Est qui sont venus pour former, par exemple, Die Linke après. Donc, c'est une histoire difficile. Ouais. C'est intéressant quand même, c'est intéressant qu'il n'y a pas eu un circuit français avec Cohn-Bendit plus. Parce que Cohn-Bendit, il apparaît il est au centre de cette correspondance. Il y a, en fait, il y avait une confrontation entre Marcuse et Cohn-Bendit dans les correspondances qu'on a entre Marcuse et Adorno. Il y a une mention, c'est à la page 130. Je ne sais pas où c'est, voyons. Bon, de toute façon, vous pouvez trouver ça si ça vous intéresse, mais il y a
mention, non seulement, on parle non seulement de Krall, donc Adorno était très heurté par les actions de Krall. Profondément, ça lui a vraiment heurté, en partie aussi, comme vous savez, comme vous pouvez le voir, à la page 131 de la correspondance entre Adorno et Marcuse, par exemple, en haut, Adorno accusait Krall que c'était une stratégie, c'était un truc, c'était un piège, qu'il avait piégé Adorno avec l'occupation de l'Institut. Alors, comme vous savez, comme vous savez, le SDS, les étudiants allemands, ils occupent l'Institut en 69, je crois que c'est à peu près en avril 69, ils occupent l'Institut et finalement Adorno appelle la police. Okay? Et donc les flics arrivent, ils arrêtent une soixantaine ou plus d'étudiants, dont Krall, et ils maintiennent l'ordre. Et donc cet événement-là a représenté la grande rupture et le déclin révolutionnaire de l'école de Francfort, parce que tout d'un coup, Adorno et l'Institut étaient du côté des flics. Right? Et donc, c'est démontré très conservatrice. C'est ça qui est le propos de cet engagement et de ce conflit entre Adorno et Marcuse qu'on a dans la correspondance ici. Je voulais dire une autre chose avant de... Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il y avait aussi une mention de Cohn-Bendit à la page, je ne sais pas quoi, oui, à la page 133 par exemple. Et j'aurais pensé qu'il y aurait peut-être plus de passages ou de circuits de passage à travers ça vers la France. Mais donc, je ne sais pas. Bon, une autre chose que je voulais mentionner. Alors, cette correspondance est absolument fascinante. La correspondance entre Adorno et Marcuse est absolument fascinante. Il y a des trucs là-dedans qui sont atterrissants. C'est flabbergasting. Adorno qui se réfère à Hannah Arendt comme étant de la droite. Right? Vous avez vu ça à la page 135? Hein? Il écrit en bas de la page française, I got dragged into a similarly concocted affair over the Benjamin edition, likewise by the right, Hannah Arendt, and the Apo activists. Right? Oui, c'est Horkheimer. Il y a eu un grand conflit avec Horkheimer. Mais bon, il y a ça, et donc, mais c'est assez clair que Adorno pensait que Krall n'était pas honnête dans cette situation et qu'il avait qu'il avait essayé de créer un piège pour Adorno. Pour se faire arrêter, en fait, pour donner un élan au mouvement des étudiants. Bon, il y a ça, ok. Bon, une autre chose. Donc là, on est en train de lire les textes qu'on a, les textes de Krall. Moi, je vais regarder les deux textes, Florian, quand on a fini je veux les regarder de près quand on a fini le séminaire. Donc, je les passe pour l'instant, mais je vais y revenir. Là, on est en train de regarder les textes qu'on a de Krall. Bien sûr, il faudrait mettre ça en conversation avec les autres membres du SDS, avec Rudi Deutscher.
Et aussi avec le mouvement féministe qui arrivait à la même époque en Allemagne. Et le mouvement féministe a été très important dans ce contexte-là et a créé, c'est du reste à l'intérieur, on pourrait dire, du mouvement SDS qu'il y a eu une vague féministe qui s'est développée et qui s'est brisée du SDS et qui a émergé comme une vraie force. Donc, il faudrait bien sûr qu'on mette en conversation, puisque et un des buts de notre séminaire, c'est de créer ces conversations, de comprendre les collectivités, mais ce serait important aussi. Donc, on ne va pas le faire immédiatement parce que là, on s'attarde sur les écrits qu'on a de Kroll, mais du mouvement féministe qui émerge. Il y a une rencontre très fameuse où le leadership des SDS, qui était prédominamment des hommes, je crois qu'il y avait une femme qui faisait partie du leadership, mais predominantly des hommes. Il y avait une réunion, c'était en 69, je crois, où éventuellement il y a une rencontre, une rencontre charnée de certaines activistes féministes qui finalement balancent des tomates sur Kroll lui-même et sur d'autres leaders du SDS. Et c'est ce moment-là qu'il y a vraie émergence d'un mouvement radical féministe. Donc, il faudrait mettre tous ces mouvements et tous ces développements en conversation. Bon, là, pour l'instant, ce que j'aimerais donc faire, c'est voir si on peut lire ce texte un peu de près et les autres. Et aussi si la traduction de ce passage est bonne. Et le passage que j'ai en tête, c'est dans Personal Information. Donc, Florian, est-ce que Personal Information est identifié dans ce volume? Oui? J'ai trouvé le passage sur la solidarité, non? Le passage, c'était sur le rôle. Ce qui m'intéressait, c'est sur le rôle des étudiants dans le SDS comme intellectuels. Attends, je vais te dire, dans le texte, ça vient, écoute, ça vient après le long block quote de Sartre sur Critique de la raison dialectique. Sartre, et oui, c'est dans le paragraphe qui suit. Donc, Sartre propose ici, il y a cette phrase, ça veut dire. Et ensuite, ça dit, et ça c'est le rôle que le SDS doit prendre comme intellectuel in carrying out class struggle. Est-ce que tu as l'impression que c'est bien traduit? Quand vous l'avez lu, j'ai regardé les textes en même temps, j'ai l'impression que c'est plutôt bien traduit. OK. Ouais. OK. A theory that makes clear to the proletariat in its consciousness and linguistic world the late capitalist rule that is covered by infinite manipulations and supplements. Supplements. Is it a late capitalist rule? Quel est le mot en allemand là? Capitalist rule, Herrschaft,
Spätkapitalismus. Donc ça correspond. Ça correspond? The capitalist rule discovered by infinite manipulations and supplements. Okay. Les supplements, intégratif, manipulatif et intégratif. Mais ça, c'est des adjectifs. Oui, c'est ça. Des adjectifs qui qualifient quoi? L'autorité du capitalisme est tardif. Okay. The late capitalist rule. L'autorité. Okay. Oui, Herrschaft, Okay. très difficile. Ouais, mais rule, c'est pas génial, là, je trouve, quand même. Si c'est autorité, plutôt. Oui, c'est quoi Herrschaft? Ça s'est traduit en français par autorité. Ouais. 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 OK. OK. Bon. Bon, vous avez tous le texte devant vous. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui me proposaient que ces textes étaient assez durs à comprendre. Est-ce qu'il y a un passage en particulier qui vous troublait? Est-ce que ce serait utile d'aller à travers quelques textes, quelques passages en particulier? Ce qu'il est en train de faire, comme vous savez bien, dans ce texte en particulier, c'est d'essayer de démontrer sa propre transformation politique. Il est en train de proposer un processus, son propre processus de politicisation, n'est-ce pas, et de radicalisation dans ce texte. Ce qui fait qu'il raconte donc son propre trajet d'un milieu avec une certaine idéologie, une idéologie qu'il appelle du sang et de la terre, donc une idéologie très très dure d'héritage, d'héritage et d'anticommunisme, d'homophobie aussi. Et donc, il décrit son propre processus de passage vers d'abord les social-démocratiques, le Parti social-démocratique, ensuite, et son désillusionnement avec l'idéologie bourgeoise. Et c'est à travers cette description de son processus de radicalisation qu'il développe, qu'il essaye d'indiquer ce qu'il appelle la phase anti-autoritarienne du mouvement des étudiants. Et ça, c'est le concept clé, je pense, anti-autoritarien du mouvement des étudiants, de son propre développement personnel à lui, qui est toujours anti-autoritaire, comme on le voit. Il se fait toujours balancer des organisations, des structures dans lesquelles il se trouve, parce qu'il est anti-autoritaire. Mais je pense que c'est cet élément-là de anti-autoritaire qui fonde vraiment l'approche des étudiants. Je dirais que en tant qu'ils essayaient de trouver une théorie critique pour se placer entre donc, l'école de Francfort et l'Union soviétique et le post-stalinisme qui était encore très orthodoxe, c'était une philosophie de l'anti-autoritarianisme, en partie anti-autoritarianisme contre l'Union soviétique, right? Mais aussi contre les social-démocrates, right?
parce que des deux côtés, il y avait cet autoritarianisme qui était en fait la coexistence, peaceful coexistence, qui voulait dire qu'on ne pouvait pas en fait faire une pratique révolutionnaire à l'époque. Une question qui est intéressante ici, particulièrement quand on regarde le texte sur les contradictions politiques dans la théorie critique de Adorno, qui est un court texte qui a été donc lui traduit et publié dans Telos, c'est qu'il retrouve, d'une certaine manière, il est en train de faire avec Adorno dans cet autre texte aussi un développement du processus de non-politisation de Adorno. Alors, on dirait en fait que ce qu'il, enfin, il s'est un peu psychologisé cette interprétation d'Adorno dans ce texte sur la philosophie critique d'Adorno, psychologisé dans le sens qu'on dirait que c'est le trauma du fascisme qui l'a bloqué dans son propre processus à Adorno. Et c'était la crainte. Ah oui, ok, ciao. C'était la crainte que une praxis révolutionnaire de gauche pourrait produire une contre-révolution fasciste qui semble être au cœur du blocage chez Adorno dans cette que la peur d'une contre-révolution fasciste en réaction au mouvement politique de gauche est ce qui aurait bloqué Adorno de la praxis. Vous retrouvez ça en bas de la première page du texte sur Adorno, où il dit he shared in the ambivalent political consciousness of many critical German intellectuals who project that left-wing socialist action, donc les actions politiques directes, disons, de la gauche, would actually only trigger the potential of right-wing fascist terror, which it fights. But consequently, any praxis is denounced a priori as blindly actionistic. En d'autres mots, c'est la crainte de la réaction qui bloque toute action. Okay? Une idée qu'on retrouve du reste dans son texte sur la Tchécoslovaquie, où il accuse les réformistes. Donc, ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, comme vous savez peut-être, c'était, il y a eu un printemps de Prague en 68, où il y a eu un mouvement de libéralisation en Prague sous le gouvernement de Dubček, qui était alors un réformiste. Et c'est à la suite de faites attention à la corde, c'est à la suite de ce mouvement réformiste pendant le printemps de Prague que l'Union soviétique et le Warsaw Pact, donc je veux dire, c'était plus que simplement l'Union soviétique, parce qu'il y avait aussi les forces polonaises, etc. Mais de toute façon, le East Bloc envahit la Tchécoslovaquie. Et en bas de la page 4 du texte sur la Tchécoslovaquie, on voit bien cette même idée du Dubček qui dit qu'il y a un danger que des actions de résistance à l'invasion soviétique produiraient une contre-révolution. Donc, il y a toujours ce thème
dans le travail de Kroll. Quand il écrit, c'est en bas de la page 4 du texte sur la Tchécoslovaquie, il dit The ceaseless calls to act with prudence. Il faut agir avec la prudence et que la première obligation des citoyens, c'est de préserver l'ordre parce que le danger d'une suppression sanglante d'une insurrection. Right? The danger of bloody suppression of an angry insurrection. Okay? En d'autres mots, nevertheless, the fact is that they functioned, donc les réformistes fonctionnaient to prevent the population from forming autonomous organs of resistance. Donc ce même mouvement politique, quoi. La crainte, la prudeur chez Adorno, la prudeur chez les réformistes de provoquer une contre-révolution soviétique ou fasciste dans le cas d'Adorno, de la droite plutôt que des communistes. Donc on retrouve cette pensée, mais c'est dans le texte sur Adorno, c'est vraiment cette crainte qui semble avoir bloqué, selon Kroll, Adorno. Mais il y a quelque chose d'autre dans les textes qui sont importants et ça a à faire avec le rejet de l'idéologie bourgeoise, disons. Donc, ce qui serait important de comprendre, c'est pourquoi, pour les étudiants SDS, il y a eu un processus qui a mené au rejet d'une idéologie bourgeoise de l'individualité que pourtant Adorno n'a pas pu prendre, n'est-ce pas? On revoit cette même idée dans son personal statement de Kroll et dans la critique d'Adorno, que ce qu'il faut faire pour une politisation, pour une radicalisation, c'est de se libérer de l'idéologie individualiste bourgeoise. Ça, c'est ce qui est tellement important. Pour une raison qui ne m'est pas entièrement évidente, c'est ce qu'il essaye de décrire de son propre développement et de sa radicalisation à lui, mais c'est aussi quelque chose que Adorno n'arrive pas à faire. Adorno, lui, par contre, selon Kroll, est piégé par cette idéologie individuiste bourgeoise. Il le dit même donc à la page 166 du texte d'Antilos sur Adorno. OK, il dit, attention, c'est le troisième full paragraph. Troisième paragraphe, il dit Adorno could not imminently, in the Hegelian sense of the term, transcend this radicalized last bourgeois stance. Okay? Donc, in this radicalized last bourgeois stance, c'est cette notion individualiste bourgeoise. Okay? He remained transfixed by it, with a fearful glance at the terrible past. Terrible past étant le fascisme, le Shoah. The consciousness that always comes too late to someone who only begins to understand at dusk. Bon, ça c'est référence à Hegel et la Minerve, bien sûr, right? Mais pourquoi est-ce que Adorno n'arrive pas à surmonter
cette idéologie est d'une certaine manière enfermée dans cette idéologie, qu'il n'y a pas de possibilité de libération pour Adorno, c'est pas entièrement clair ou convaincant, je pense, à ma lecture. Il y a cet aspect. L'autre explication possible qui me semble plus convaincante, c'est la radicalité de la négativité chez Adorno, dont, bien sûr, Krahl en parle à la page 166. Dans son dernier livre, Negative Dialectics, que si ça vous intéresse, on a lu Negative Dialectics avec Martin Zar il y a 2 ans dans Critique, c'était à peu près Critique 6-13, si vous intéresse. Mais c'est vraiment, il me semble que c'est peut-être une notion de négativité absolue, irréconciliable, qui pourrait éliminer la possibilité de dépasser l'idéologie individualiste. Il me semble que ça, c'est quand même... Mais là, là, il me semble que c'est une différence de caractère. Ça, c'est la volonté, la puissance de la volonté, l'optimisme de la volonté chez Krahl, qui n'existe pas, il semble, chez Adorno, particulièrement quand on lit Negative Dialectics. Mais il est clair que, par exemple, à la page 166, il écrit que pour Adorno, dans son dernier travail, Negative Dialectics, dialectique négative, le concept de praxis n'est plus mis en question. Bon. Pourquoi est-ce que les jeunes étudiants SDS en Allemagne ont pu faire ce trajectoire? C'est un peu le puzzle dans ces textes différents. La critique de Adorno est identifiée comme étant à la page 285-288 du texte en allemand. Tu l'as devant toi? 285, 288. 91? OK. Parce que il y a une chose qui me semble que j'aimerais bien savoir l'original. Il faut que je me mette mes mains sur ce texte en allemand. Il y a 2 endroits où il définit la théorie révolutionnaire. Un endroit, c'est dans son texte sur Adorno. Alors, je ne sais pas si c'est à peu près au milieu du texte. Il y a un paragraphe qui parle du pouvoir de présentation d'Adorno. C'est après le passage où il parle du potentiel émancipatoire d'Adorno, où il dit que c'était bien seulement la pensée d'Adorno qui avait communiqué un potentiel d'émancipation. Et en anglais, c'est quoi les 2 de la phrase? Adorno's power of presentation on the micro level, c'est en bas de la page 165. Power of presentation. Ouais. Il y a une référence à la critique de l'économie politique de Marx.
au troisième, à la troisième ligne. Est-ce que ce serait pas... Tu as la version de 71 ou la version... Ouais, c'est la version 71, ça? Ouais. Mais c'est bien le texte, la contradiction politique dans la théorie critique d'Adorno. Ouais. C'est ici. Eine Revolutionäre Et là, il y a la dimension micro. Ouais. Excuse-moi. Bon, alors ici, une révolutionnaire théorique. Qu'est-ce que ça dit alors? Donc, en anglais, c'est ils ont traduit par whose power as a revolutionary theory dash i.e. donc en d'autres mots, hein, a theory that states the construction of society in the perspective of radical change. Qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'il est écrit le i.e. en fait? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok. Est-ce qu'il y a une explication ou pas alors de ce qu'est une théorie révolutionnaire? Je crois le IE, ça n'existe pas, mais sinon, c'est un peu près la même chose. Ok. C'est virgule et après, Okay. theory that states the construction of society. Ouais, states. Est-ce que c'est vraiment states? C'est quoi en allemand? Ouais. Eine Lehre, deren Aussagen die Gesellschaft unter dem Aspekt radikaler Veränderung konstruieren. Donc, une Lehre, déjà, c'est pas forcément théorie. Ouais. Mais une théorie. C'est plutôt un savoir, peut-être. Oui, un savoir pour appliquer. Ouais. Lehre. Ok. Lehre, c'est une sorte de formation. Ok. Un apprentissage. Un apprentissage. Ok. Oui. Continue, l'ère qui quoi? Deren Aussagen die Gesellschaft unter dem Aspekt radikaler Veränderung konstruiert. Construit. Ah, c'est quand même construit. Oui. Ok. C'est intéressant. Ok. Ok. Si tu n'avais pas l'anglais devant toi, comment est-ce que tu traduirais ça en français? Direct de l'allemand. Ah, c'est une très bonne question. Hier, je l'ai traduit par théorie, je crois, parce que... Ok. Ou apprentissage. Oui. Un apprentissage qui? Qui lui-même construit. Je dois le regarder là. Ok, ouais, je sais. Souvent, quand on fait face à une vraie phrase comme ça ne veut plus rien dire. Hein, vous ne trouvez pas des fois? Souvent, quand je suis en cours et j'ai quelque chose devant moi, comme ça, et je le lis et je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Non? Oui. C'est dur. Déjà, c'est une phrase très très longue dans
Ouais. Oui. Donc, ce qu'il veut dire pour moi avec la présentation mythologique d'Adorno, Ouais. de la dialectique entre production de biens et l'échange de biens. Ouais, ok. Adorno fait ressortir une dimension émancipative de la critique de Marx. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la première partie. Ouais, 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 ouais. Et après, il dit... Son pouvoir oui, comme théorie révolutionnaire a cette été... théorie a une potentialité. Ouais, qui a été oubliée par Qui a les... été oubliée par les économistes marxistes. Ouais, ouais, et ouais. c'est ça ouais. Ce qu'il veut dire Krall par rapport à la théorie qui fait ressortir un aspect de la théorie de Marx qui a été oublié par les objectivistes et les économistes. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est juste la clause qui définit ce qu'est une théorie révolutionnaire. Parce que la traduction anglaise, enfin, je regarderai exactement je regarderai l'allemand, et puis, mais c'est cette clause. Qu'est-ce que c'est que ce Lehren? Ça construit, c'est une théorie qui construit la société en je pense qu'il y a un truc remarquable, c'est power, c'est Selbstbewusstsein en allemand. La conscience de soi, la conscience de soi de la théorie. C'est ça la vraie traduction, je pense. Et pas power. Ok. Bon. Ok. Bon, je vais regarder ça de plus près. Entre-temps, donc il y a le texte sur Adorno. Ensuite, il y a le texte sur la Tchécoslovaquie. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou a des questions sur ça pour l'instant? Ça va? Ok. Je ne sais pas comment... J'espère que ça aide pour lire ces textes. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen plus effectif. Si vous voulez aller ligne par ligne ou s'il y a un passage qui vous tracasse, s'il y a un passage qui vous tracasse, vous me dites et puis on travaillera dessus ensemble. J'essaie là de mettre un peu spotlight sur quelques passages, comme ça on les comprend ensemble, mais s'il y a des passages qui vous tracassent, vous me dites. En ce qui concerne la situation sur la Tchécoslovaquie, j'aimerais bien mettre ça en conversation avec notre situation terrible aujourd'hui, avec l'invasion russe de l'Ukraine, bien que c'est pas tellement facile, parce que ce texte sur la Tchécoslovaquie est assez rétrospectif. Rétrospective dans le sens que c'est vraiment une analyse de ce que le mouvement de réforme visait en Tchécoslovaquie, comme vous avez vu peut-être. Et ça ne fait pas tellement une analyse du potentiel ou des questions géopolitiques contemporaines en 69. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? En termes de rétrospective, alors, premièrement, juste en termes de parallèles, je trouve ça foudroyant, les parallèles de cette invasion et de notre situation aujourd'hui.
comme vous avez vu là-dedans, n'est-ce pas? Ok, je veux dire, euh, euh, une invasion donc d'un pays qui est sous l'orbite ou l'influence de la Russie, qui n'est pas protégé par l'Occident, par l'OTAN, par les États-Unis, où les pays essayent d'intervenir aux Nations Unies pour condamner ou pour arrêter l'invasion de la Tchécoslovaquie, et l'Union soviétique, dans le Security Council, a le pouvoir de refuser toute intervention des Nations Unies, toute condamnation, et que en fait, à la fin, tout le monde regarde simplement cette invasion et laisse au pouvoir soviétique, russe, de prendre le pays. Et donc, éventuellement, un nouveau gouvernement en Tchécoslovaquie qui était pro-russe. Right? Je veux dire, c'est absolument foudroyamment ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Les Soviétiques avaient pris le pari que personne, les États-Unis, n'interviendrait s'ils prenaient la Tchécoslovaquie, parce que ça faisait partie du bloc soviétique. Et c'est la même chose aujourd'hui, quoi. Donc, Poutine a parié que personne n'interviendrait s'il prenait l'Ukraine, et personne n'est prêt à intervenir. Bon, alors, parallèles sont fascinants, mais ce que Croll fait avec cette situation est un peu rétrospectif, dans le sens que c'est une interprétation de ce que représentait ou quelles étaient les formes de la réforme. Hein? Quel était le sens de la réforme? Quels étaient les moyens et l'instrumentalisation de la réforme? Et ce qu'il essaye de montrer, c'est que parce qu'il n'y avait aucune possibilité de rejeter les notions de coexistence, la seule approche réformiste était d'essayer de demander des droits libéraux, enfin les droits de la démocratie libérale, right? Les droits d'association, le droit de la presse, free press, free association. Et donc, ce qu'il essaye de montrer, c'est que dans cette situation, en fait, le seul moyen pour les Tchécoslovaques d'essayer d'attaquer, de transformer leur société et de rendre en véritable société socialiste, c'était de se retourner au droit un peu du XVIIIe siècle que Marx avait critiqué dans la question juive. Right? Et précisément, c'est ça qui est tellement intéressant. Right? Vous connaissez bien On the Jewish Question de Marx, c'est la critique de Bruno Bauer et des droits civiques comme protection, que c'est pas assez, qu'il faut l'émancipation, que toutes ces questions sont importantes peut-être, mais pas suffisantes. Right? Eh bien, en Tchécoslovaquie, à cette époque-là, la seule manœuvre, c'est de faire du Bruno Bauer, vraiment. C'est d'essayer d'avoir les droits, un respect de droits. Et donc, il analyse ça d'une manière intéressante, de montrer qu'il y a un inversement de l'infrastructure et de la superstructure, right? Que tout d'un coup, ce qui va être important, c'est d'une manière presque infrastructurelle, c'est ce qui aurait été superstructurel, les droits, etc. Et que c'est assez paradoxal, n'est-ce pas?
OK. Maintenant, ce qu'il dit qui est intéressant, c'est que ça aurait peut-être pu mener quelque part. OK. Que bien que c'était limité, bien que il y aurait fallu quelque chose de plus puissant, donc à la page 9 de notre texte, il indique bien que si c'était à lui, ou bien si c'était au SDS, ce serait d'essayer d'avoir une vraie révolution contre cette notion de coexistence, n'est-ce pas? Qu'on retrouve, avec lequel on a commencé la discussion dans son personal statement, n'est-ce pas? OK. Mais il dit en Tchécoslovaquie, page 9, but whereas in Czechoslovakia, the social and practical conditions were lacking for a perception of this new possibility offered by a revolutionary world history, right? Okay? Donc, on ne pouvait pas avoir cette transformation plus fondamentale. There was no alternative historical choice other than an orientation towards the liberal ideas of the bourgeois past. Okay? Right? Le paragraphe juste en haut de ça, ça démontre ce qu'une vraie révolution aurait fait. Une vraie révolution, ça aurait été la vraie émancipation, ça aurait été de se libérer du réel politique, hein, et de se libérer de cette notion de coexistence, avoir une vraie révolution en Tchécoslovaquie. Mais il ne pouvait pas, il dit, the social and practical conditions were lacking of this new possibility. Alors, il n'y avait aucune alternative que de se retourner vers un passé bourgeois, en fait. Un passé bourgeois que je pense, sans être, j'essaie de ne pas être trop idéologique moi-même, un passé bourgeois qu'on ne retrouve pas aujourd'hui en Russie, n'est-ce pas? Donc, avec la média qui est tellement contrôlée par le gouvernement russe, je pense. C'est comme si aujourd'hui l'équivalent du mouvement en Tchécoslovaquie serait un mouvement en Russie pour les droits à la presse un peu plus libres, disons. OK. De toute façon, donc, il y a ce paradoxe en Tchécoslovaquie, mais ce qui est intéressant, encore une fois, cet optimisme de la volonté, c'est que Král semble indiquer que peut-être que ça aurait été un moment émancipatoire, hein, qu'il y avait un silver lining, qu'il y avait une possibilité en fait que ça aurait eu un effet très libératoire. Il le dit à la page 10, à la fin du premier paragraphe dans la section idéologie et pratique, à la fin là. The central problem here is that of the inauguration of qualitatively new societal contradictions which contain a real emancipatory moment. En d'autres mots, oui, en fait, c'est une nouvelle contradiction sociale, cette contradiction entre nationalisation des moyens de production, donc une économie nationalisée, mais une liberté de la presse et les libertés bourgeoises. Right? Et il semble indiquer que, ça contient un moment peut-être émancipateur, en fait. Hein? It's kind of like he's looking at the bright side of the situation, et à la fin, quand il nous dit, c'est précisément la contre-révolution soviétique qui a mis à fin violemment une contradiction possible qui aurait pu peut-être créer une libération, un mouvement révolutionnaire à l'intérieur du camp socialiste européen. Okay? Et peut-être que ça arrivera. Right? Mais donc, ce texte est particulièrement... enfin, il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans ce texte. Il souligne
le fait que, par exemple, beaucoup du mouvement réformiste, et beaucoup du mouvement réformiste provient de la zone littéraire, esthétique. Ça, c'est à la page 11. À la page 11, tout le travail sur Kafka, ici. C'est Kafka, c'est le travail de Kafka qui est le texte des intellectuels libéraux en opposition au stalinisme, n'est-ce pas? Et c'est intéressant. Donc, et là, il utilise Marcuse pour démontrer le potentiel dangereux de la littérature, de l'esthétique, que c'était vraiment là où il y avait le plus de mouvements de réforme en Tchécoslovaquie. C'est intéressant parce que, bon, Václav Havel sera donc, comme vous savez, en 80, enfin, il y aura la révolution Velvet, la Velvet Revolution après le mur, enfin, le mur de Berlin chute en novembre 89, ouais, et le Velvet Revolution, c'est aussi en novembre 89, c'est 2 semaines après, quoi. Je crois que la chute, c'est le 9 novembre, un truc comme ça. Velvet Revolution, je crois que c'est le 18 novembre, quelque chose comme ça, 89. Donc, mais c'est intéressant de lire ce passage-là, particulièrement avec Kafka et la littérature et l'esthétique, et penser qu'ensuite, avec comment on dit Velvet Revolution en français? De velours, c'est ça? C'est velours ou c'est velvet? Velvet, oui, c'est velours. Ouais, OK. Que c'est Václav Havel qui sera un peu à l'inspiration et qui se trouvera à la tête de ce pays qui sera ensuite divisé en Czech Republic et en Slovénie plus tard, 3 ans, 4 ans plus tard. Bon, mais il y a tout ce parallèle, mais en même temps, il n'y a aucun élément d'économie politique équivalent aujourd'hui avec l'invasion de l'Ukraine. Et c'est ça qui manque, je pense, pour comprendre ce texte à l'heure actuelle. On pourrait se dire qu'il y a le même phénomène, le phénomène identique qui est en train de se passer en Ukraine, et pourtant pas un mot de communisme, pas un mot vraiment d'économie politique, à part le fait que la Russie veut avoir accès à la mer à travers la Crimée, et donc avoir du territoire pour aller à la Crimée. Bon, on pourrait faire une analyse économique de ça, bien sûr, en termes probablement de pipelines, pour l'exportation du pétrole russe, et l'accès à la mer pour pouvoir faire ça. Mais ce qui manque réellement, c'est l'ancien conflit idéologique entre le communisme soviétique et le capitalisme occidental. Moi, bien sûr, ce que ça me fait penser, c'est qu'en fait, et je crois que Kroll aurait peut-être été d'accord en 68, 69, c'est que c'était vraiment, on était à une étape de réalpolitik et de géopolitique où en fait, ce n'était plus une question vraiment de communisme contre capitalisme, mais simplement de sphère d'influence et de pouvoir. Donc le pouvoir russe contre le pouvoir occidental, et que l'idéologie
à la fois communiste, l'idéologie capitaliste était entièrement superstructurale, était entièrement rhétorique, était simplement une manière de penser ou de parler des différences de ses pouvoirs, d'essayer d'influencer ou de convaincre, mais en fait qu'il n'y avait en fait aucune base substantive à ces distinctions économiques, que c'était du pouvoir simplement. Faudrait faire de international relations là-dessus. Hein, vraiment. Bon, ok. Bon, je ne sais pas si vous avez une pensée sur ce texte, sur la Tchécoslovaquie. Oui, vas-y. Je trouve ça intéressant parce que aujourd'hui, ça me semble vraiment ridicule de mobiliser Marx, Engels et Hegel pour analyser ce conflit. Oui, et oui. Ça semble complètement absurde. Et, oui. Ouais, c'est notamment l'existence de l'idéologie soviétique communiste qui a permis de mobiliser cette pensée-là. Et ouais, je trouve ça très intéressant qu'aujourd'hui, on dirait. Oui, exactement. Quand Hegel apparaît là-dedans, donc comment, alors la question ce serait comment mobiliser, peut-être pas Hegel et pas nécessairement Marx orthodoxe, mais comment mobiliser l'économie politique pour comprendre ce conflit. Et bien sûr, il y a eu tout un discours d'économie politique qu'en fait, c'était enfin, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'accusations des États-Unis comme c'est des questions de pétrole, c'est des questions de la dépendance du pétrole, etc., qui seraient un peu, enfin, c'est moins, il n'y a pas de nécessairement, je ne sais pas, mais Télémaque, qu'est-ce que tu voulais dire? Qui proposait justement une analyse matérialiste historique. En fait, il mettait clairement dans son introduction, c'était de dire voilà les discours qu'on entend aujourd'hui. Je tique un peu toujours avec l'usage du terme libéral, avec les vaches qui nous disent les analystes les libéraux en disant voilà tout ça c'est des idées, c'est l'impérialisme russe, etc. Alors qu'en fait on peut regarder derrière les intérêts financiers, ouais. les oligarques sur les différentes russes. Parce qu'on dit un discours général que si Poutine n'était plus là, il n'y aurait pas de guerre. Alors qu'en fait, justement, si on prend une analyse plus matérialiste économique, ouais. En fait, il se peut que ce serait forcément Poutine le problème. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Oui, vas-y. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux points. Genre, le premier, c'est on peut faire une analyse marxiste sans dire que c'est marxiste. Genre, ou en utilisant l'idéologie marxiste de Marx lui-même aussi. Et le deuxième, c'est que cette absence du marxisme en tant que terme d'aujourd'hui, dans les analyses, ça vient d'un choix aussi idéologique. On aurait pu l'appeler aussi et de le mettre plus visible dans un marxisme. Mais ça aussi, c'est une conséquence d'une évolution idéologique. Ouais. Mais ce qui manque certainement, c'est une philosophie de l'histoire marxiste. Hein. Et du reste, c'est le dernier texte, on va pas le commenter aujourd'hui, mais vous avez aussi ce dernier texte sur la philosophie de l'histoire, qui est un texte très intéressant parce que il renie dans ce texte, dans ce dernier texte, Král renie l'idée
d'une philosophie de l'histoire où les acteurs humains n'auraient pas de rôle, bien sûr. Avec Marx, il renie ça. Bon, et il met en contraste un Marcuse qui parle de la transformation technologique de l'économie avec un Horkheimer qui est plus classique, on dirait. Donc, c'est une étude assez intéressante du développement de la machinerie, de la technologie à travers Marcuse. Mais, pour suivre la pensée, il me semble qu'on doit faire une analyse d'économie politique de la situation en Russie, Ukraine, qu'on ne peut pas ne pas, particulièrement à cause des sanctions et du fait que la pression se fait à travers les gens qui entourent Poutine, mais que c'est une analyse d'économie politique qui n'utiliserait pas une philosophie de l'histoire marxiste et qui se replierait beaucoup plus sur les intérêts, enfin, pas tellement sur le prolétaire. Il me semble que ce serait, même si on utilisait un peu du marxisme et de la philosophie et de la théorie du capital, ce serait une théorie plutôt du capital et pas tant du prolétariat. Bon. OK. Bien. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça utile de lire ces textes aujourd'hui. Donc, on reviendra sur ça mardi en visioconférence, en live stream depuis l'Institut. C'est assez intéressant de faire ça à l'Institut et de penser à lire Krall combien d'années après qu'il y avait eu cette occupation. Bon, mais ce que je dirais, c'est, bon, vous savez, on est en train de toucher à beaucoup de différents penseurs et théories de la praxis. Je trouve que ça, en fait, c'était probablement à cette époque-là qu'il y avait un vrai conflit entre théorie critique et praxis qui est assez instructif pour nous, particulièrement pour nos questions d'essayer de déterminer quelle serait la différence entre la théorie critique académique et celle qui est vraiment engagée. Parce que je crois que c'était vraiment dans ce contexte-là qu'on avait exactement ce conflit marqué entre Adorno, vraiment, et Krall. Donc, pour nous, je crois que c'est très utile comme étude de cas. Ouais. Peut-être un des études de cas les plus pertinents sur ces questions. All right. Bon, merci. On se voit donc mardi de Francfort et puis mercredi ici. Je crois que c'est ici. Oui, c'est ici. Je crois que c'est ici. OK. Merci tout le monde. Merci. Bien. Ouais, génial. Ouais.